Sanctions immédiates tous les jours en direct sur Boursorama, la première interview politique 100% interactive. Nous sommes en direct, midi 20, nous sommes sur Internet. Quand on fait converger tout ça, eh bien, ça vous donne la main. Vous n'êtes plus de simples spectateurs, vous pouvez intervenir. Je vous poserai la question dans les prochaines minutes. Vous nous direz si vous êtes ou pas convaincu par les propos de Virginie Calmels. Bonjour. Bonjour. Adjointe au maire de Bordeaux, Alain Juppé, tête de liste pour la droite et le centre dans la grande région Aquitaine, Aquitaine, Poitou-Charentes, Limousin. J'aimerais vous faire réagir sur une semaine après les violences à l'encontre du DRH d'Air France et de la direction d'Air France. 4 salariés de la compagnie aérienne, c'était hier matin, ont été arrêtés à 6 h du matin chez eux, à leur domicile. Ils sont toujours d'ailleurs en garde à vue à l'heure où on se parle, à midi 20. Est-ce que quand même, et l'idée c'est pas de revenir sur les actes de violence qui sont condamnables, c'est de se dire sur cette façon d'agir, c'est pas disproportionné d'aller les cueillir comme ça, les interpeller chez eux aux aurores, devant leurs enfants. C'est des méthodes qu'on emploie pour le grand banditisme, c'est pas disproportionné. On aurait pu les appeler en disant venez, on vient vous chercher ou non ça vous... Oui, enfin vous savez, malheureusement, là encore, dans ce pays, il faudrait qu'il n'y ait pas de poids, de mesure. Mais là, ça choque parce que ce sont des salariés. Mais enfin, vous savez, ça arrive souvent aussi sur des personnes qui sont des patrons ou sur des politiques. Tout ça me semble souvent effectivement disproportionné au sens où on n'a pas affaire à des grands bandits et où effectivement ça pourrait se faire plus tard dans la journée et ce serait peut-être moins impressionnant. Ça aurait été mieux qu'on agisse différemment. Vous savez, là, moi, je veux pas interférer. C'est vraiment c'est du ressort de la police et de la justice qui est indépendante et qui sait ce qu'elle a à faire. Après, une fois encore, sur l'horaire, je pense que devant les enfants, 6 h du matin, comme ça. Non, mais je pense qu'effectivement, c'est toujours difficile et douloureux. Mais une fois encore, ne croyons pas que ce soit uniquement pour les salariés d'Air France. Tous les jours, ça se passe pour d'autres individus, des patrons à certains moments, des politiques aussi. Voilà, je crois qu'il faut qu'il n'y ait pas de poids. Ne sont ni grands patrons, ni non, mais justement, il n'y a pas de différence. Excusez-moi, mais il ne faudrait pas justement que pour des patrons ou pour des politiques, on trouve ça normal de les cueillir à 6 h du matin et pas pour des salariés. Je crois que là, c'est à la police et à la justice de décider. J'imagine que s'ils ont eu envie de respecter cette procédure-là plutôt qu'une autre, c'est qu'ils ont jugé probablement l'utilité ou l'urgence. C'est pas à moi d'interférer là-dessus. C'est pour avoir des témoignages en fait séparés. Ne pas. Ben oui, mais ils évitent de se parler en fait. Exactement, mais c'est pour ça que là encore, c'est pas fait au hasard. Et là encore, je pense qu'il n'y a pas de poids et de mesure dans ce pays, mais c'est pas plus choquant sur certains individus que sur d'autres. C'est effectivement assez impressionnant dans la forme, mais ce qui est important, c'est le fond. Et le fond, c'est qu'il ne doit pas y avoir de poids et de mesure. Il n'y a pas des salariés protégés ou des salariés non protégés. Il y a eu des actes de violence, ils sont probablement répréhensibles. Est-ce que ces personnes-là sont coupables ou pas? C'est l'enquête qui le révélera et moi, je n'ai pas interféré. Bon, vous êtes aussi, je ne l'ai pas dit, présidente du conseil d'administration d'Euro Disney. Conseil de surveillance. De surveillance, pardon, conseil de surveillance d'Euro Disney. Si c'est arrivé chez Euro Disney que le DRH se fasse molester comme ça par des salariés, vous les auriez licenciés sur le champ? Vous savez, là encore, il faut être juste dans son approche. Hein. Ça veut dire qu'il faut déjà savoir quelle est la responsabilité des uns et des autres. Une fois encore, je crois que tout le monde a été choqué par la violence des images que nous avons vues. La violence n'est jamais une solution. Moi, je suis pour le dialogue social. Je pense qu'il est important de rétablir un véritable dialogue social. Oui, mais si c'était arrivé chez Euro Disney... Mais si c'était arrivé, évidemment... Bah, écoutez, là encore, je suis présidente du conseil de surveillance, donc je n'ai pas un rôle exécutif. Le conseil de surveillance n'est pas l'organe qui décide de la promotion des salariés, par exemple, ou de leur éventuel licenciement. Mais en l'occurrence, je crois que ce que nous aurions forcément fait, c'est d'abord essayer de comprendre. Et je vais vous dire, j'espère que ça ne se serait pas passé, parce que là encore, un bon dialogue social et le fait d'être... Exactement. Et donc d'être respectueux de part et d'autre et d'échanger au maximum dans le dialogue. Tant qu'il y a dialogue, il peut y avoir résolution de problèmes, la violence étant le stade ultime du non-dialogue et de ce qui justement montre que le dialogue social est rompu et ne marche pas. Alors, Angus Deaton est le nouveau prix Nobel d'économie. Ses travaux empiriques ont montré que gagner plus de 66 000 € par an, eh bien, ça ne rend pas plus heureux. Vous qui venez du privé, vous êtes patronne d'Endemol et qui a fait des sacrifices quelque part sur vos émoluments pour venir en politique. C'est sûr. Je voulais avoir votre réaction.
Au-delà de 66 000 euros, il a prouvé que... Il y a longtemps que j'ai considéré que l'argent n'était pas une fin en soi, et que c'était pas ça la clé du bonheur. Moi, je crois plus facile quand on a réussi à dire ça. Non, je crois simplement, je vais vous dire, je crois simplement qu'il faut à un moment donné raison garder. Ça dépend des gens. Il y a des gens dont c'est le moteur. Il y en a d'autres qui considèrent qu'on ne mange que 3 fois par jour et que on n'a pas besoin d'avoir 10 toits pour être heureux, mais d'en avoir un, c'est déjà pas mal. Ça dépend vraiment des individus, ça. Moi, en ce qui me concerne, effectivement, le fait de passer de grands groupes à la politique, c'est bien que j'ai démontré qu'effectivement, je pouvais ne pas considérer l'argent comme un moteur et surtout ne pas considérer que c'était ça la clé de mon bonheur. Bon, c'est aujourd'hui que commence donc à l'Assemblée nationale l'examen du projet de budget, le projet de loi de finances, pour être précis, 2016. Le gouvernement a promis 16 milliards d'euros d'économies. Le quart de cette somme, donc entre 3 et 4 milliards, ne serait pas bien documenté. C'est même la rapporteure générale au budget, Madame Rabault, qui le dit. Ce gouvernement manque de sérieux budgétaire ? Écoutez, je crois qu'il manque de crédibilité, oui, malheureusement d'ailleurs pour notre pays. Je rappelle quand même, quand vous parlez des économies, c'est en fait une moindre augmentation de la dépense. Donc en fait, on continue à avoir des accroissements de la dépense publique. Entre 2002 et 2012, la dépense publique augmentait chaque année, vous le savez peut-être, de 30 milliards d'euros par an. Là, on est passé à 15. C'est ça. C'est quand même 2 fois mieux. 16. Non, mais ça veut dire qu'on... Il y a une amélioration aussi. Oui, mais ce que je pense important, c'est qu'on réduit une hausse. Voilà. Et ça, c'est quand même symptomatique de la course folle dans laquelle on est engagé. C'est-à-dire qu'on se réjouit de réduire une hausse, mais on continue à augmenter de 14 milliards. Et quand on réduit de 16 milliards, donc par rapport aux 30 milliards tendanciels, c'est inquiétant d'entendre que 4 milliards, en fait, on ne sait pas où les trouver. Parce que je vais vous 4 dire... 4 milliards sur 1200 milliards. Oui, mais une fois... Ça, en fait. Non, c'est 4 milliards sur les 16 milliards d'économies qui sont promis. Sur les dépenses Bien sûr, globales de 1200 milliards. Mais quand vous annoncez que vous réduisez de 16 milliards et que vous savez déjà que 4 milliards ne sont pas fléchés, ça veut dire qu'ils ne seront pas faits. Donc il faut arrêter de parler aux gens comme si c'était des imbéciles. On sait tous les difficultés quand on se fixe des objectifs de les atteindre, mais quand on sait d'emblée qu'on ne sait pas où les trouver, comment pensez-vous, par quel miracle vont-ils les trouver? Donc c'est un affichage de 16 milliards, alors qu'en fait, il y a 4 milliards qui ne sont pas fléchés, personne ne sait exactement où ils vont pouvoir être réalisés. Donc il y a fort à parier, malheureusement, qu'ils ne seront pas va déraper l'an prochain. Bah, écoutez, c'est grave, une fois de encore, pas faire 3-3. je n'aimerais pas être une Cassandre en la matière, mais malheureusement, quand dès le départ, Madame Rabault nous explique qu'il y a 4 milliards qu'on ne sait pas où faire, on a du mal à imaginer que par un coup de baguette magique, ils vont les faire. Donc ça risque effectivement de déraper. Bien sûr que c'est grave. Moi, je me suis engagée en politique, vous savez, venant de l'entreprise, parce qu'il y avait des choses que je n'arrivais pas à comprendre. Tous les chefs d'entreprise de France et de Navarre, de la TPE aux grands groupes, savent comment essayer d'optimiser la gestion même de leurs actifs et faire des efforts. Tous les gens font des efforts. Et on voit un pays qui a 2000 milliards de dettes. Ça interroge et on peut se dire comment en est-on arrivé là. Et quand on voit que ce déficit continue à galoper... Mais pourtant, on prête à la France toujours, vous savez. La France en est à 10 ans, moins de 1%. Pourquoi? Parce que nous sommes un pays talentueux, parce que nous avons dans ce pays des forces vives, des hommes, des femmes de talent. Nous avons des grands créateurs d'entreprises. Nous sommes un des pays qui crée le plus d'entreprises et ça, c'est notre fierté. Nous avons des universités, nous avons des grandes écoles. C'est le problème de la France, c'est de les faire grandir. C'est sûr, on a du mal à passer au stade de l'ETI. Mais on est un pays de créateurs d'entreprises, on est un pays de gens qui prennent des risques, on est un pays de travailleurs. On a des universités et des grandes écoles qui forment des jeunes tous les jours que les autres pays s'arrachent. On a 10% de chômage. Mais parce qu'on a une mauvaise idéologie. On a voulu 100% d'une classe d'âge au bac, on a voulu ne pas faire de sélection à l'entrée de l'université et on n'a pas adressé un certain nombre de jeunes étudiants vers l'apprentissage et ce le plus tôt possible, dès 14 ans. C'est une façon de différer les problèmes et d'emmener des gens l'apprentissage, je vous vois venir, vous m'emmenez vers votre campagne des régionales. Mais parce que c'est très important l'apprentissage et le chômage des jeunes est un vrai sujet pour ce pays. C'est votre première campagne politique que vous portez sur vos épaules, Virginie Calmels. C'est une région, quand on regarde les sondages, ils vont peut-être... on va les faire mentir. Vous allez peut-être les faire mentir, voilà. Mais aujourd'hui, quand on regarde froidement les sondages, c'est le président sortant, M. Roussel, d'après l'IFOP, qui serait réélu avec 49% des voix. C'est un sondage qui date d'il y a 3 mois. Il n'y en a pas eu depuis.
Je l'ai vu sur début septembre. Non. Vous regarderez, début septembre, il y a eu une reprise parce que les médias, bizarrement, ont reparlé de ce sondage en septembre alors qu'il date d'avant le lancement même de ma campagne. Bon, alors il y a 3 mois, mais c'est vrai que les choses ont pu évoluer. Et c'est souhaitable, pour vous. Vous seriez donc en seconde position, d'après ce sondage, 16 points derrière. Est-ce que ça reste peut-être ou pas mission impossible quand même pour vous, cette région qui est à gauche depuis 18 ans? Mais c'est ça que j'aime, c'est les challenges, c'est les défis. Effectivement, c'était pas acquis sur le papier. Dans ce sondage qui date d'il y a 3 mois, on nous mettait au premier tour, lui à 30 et moi à 29. Vous savez, moi j'étais plutôt contente de ce sondage parce qu'à 29%, quand vous êtes inconnu, que vous ne venez pas du monde politique, que j'arrive du monde de l'entreprise et que je n'avais pas commencé à faire campagne, c'était finalement encourageant que nous ne soyons qu'à 1 point d'écart au premier tour. Le deuxième tour, donc vous avez un problème de second tour alors? Oui, mais pourquoi? Parce que dans ce sondage, le sondage assumait que 100% des Verts et du Front de gauche se reporteraient sur le candidat socialiste. Ça reste à démontrer, nous verrons le 13 décembre prochain. Nous avons choisi, et ce n'était pas le cas au moment du sondage non plus, de faire une vraie liste d'union. Une union de la droite et du centre et des chasseurs. C'est un vrai parti pris. Nous faisons un projet commun, une liste d'union. Il n'y aura pas de tripatouillage d'entre deux tours. Et donc les électeurs, le soir du premier tour, sauront pour qui ils votent et pour quel projet. Et ce sera le même pour le deuxième tour. Ce ne sera pas le cas de mon opposant socialiste qui, s'il veut être élu, et il est obligé de récupérer les voix du Front de gauche ou des Verts avec des projets sensiblement très éloignés. Donc, si vous voulez, je pense que là encore... Le tambouille est de cohérence. Oui, et je crois que les citoyens ne sont pas dupes. Je crois que les citoyens en ont assez de ces petits arrangements entre amis de dernière minute pour absolument se maintenir en poste. Mon opposant socialiste aura fait 3 mandats. Il brigue un 4e... Rousset. Vous n'arrivez pas à prononcer son nom. Il brigue un 4e mandat contre même les statuts du Parti socialiste. Moi, je crois que les Français aspirent à une autre politique que la politique socialiste désastreuse en matière économique qu'on nous sert maintenant depuis trop longtemps dans les régions et au sein du gouvernement. Alors, êtes-vous pas convaincu par les propos de Virginie Calmels? Vous pouvez voter. Nous sommes en direct midi, passé 32 minutes. Convaincu ou pas? Les résultats vont tomber dans les prochaines minutes. C'est Marine Le Pen qui déclarait ça il y a quelques jours en disant qu'il ne faudrait pas remplacer tous les fonctionnaires territoriaux qui partent à la retraite. J'ai dit la même chose et vous voyez, je n'adhère pas au projet de Marine Le Pen, alors, mais en l'occurrence, je dis la même chose. Mais combien? 1 sur 2, 2 sur 3? Non, 100%. 4 sur 3? Vous savez, quand on fusionne 3 régions, qu'on va être la première région de France par la taille, il faut dire les choses et il faut le dire avec courage et avec détermination. Non, on ne va pas remplacer les fonctionnaires qui partent à la retraite. Et vous savez pourquoi? Parce que sur 8000 agents dans cette grande région, il y a des compétences. Il y a beaucoup de compétences en interne. Il faut simplement allouer ces compétences aux besoins, mais il est évident que si on fait une grande réforme territoriale pour expliquer aux Français que ça va coûter plus cher, ça veut dire qu'on n'aura pas eu le courage et qu'on n'aura pas eu la compétence qui fait qu'il faut mieux gérer l'argent public. On ne peut pas continuer à voir la dépense publique augmenter. Là, en l'occurrence, moi, je brigue un mandat pour la région. La région, c'est la somme de 3 régions. C'est pas nous qui l'avons voulu. C'est le gouvernement qui a fait cette loi NOTRe un peu compliquée et un peu difficile. Mais moi, je crois qu'il faut en faire une opportunité de travailler différemment, de faire passer le conseil régional au XXIe siècle, de travailler en réseau, de s'appuyer sur le numérique, de pousser le télétravail, le travail à distance, les conférences téléphoniques, d'éviter de centraliser les personnels. Moi, je veux une région où les cadres A de la fonction publique sont répartis sur tout le territoire et ne sont pas concentrés à Bordeaux. Et si on fait tout ça, effectivement, il n'y a pas de problème pour ne pas remplacer les fonctionnaires qui partent à la retraite et pour mieux allouer les personnels existants qui sont compétents, qui ont des compétences. Et en fait, ce qui manque, c'est le management. Quand on vient du monde du privé comme moi, c'est un mot-clé. Tous les gens qui ont 1 salarié, 2 salariés, 10 salariés, 100 salariés, 1000 salariés le savent. C'est du management. Et les collectivités territoriales méritent d'avoir davantage de management pour augmenter d'abord l'efficacité de l'ensemble, mais aussi la motivation des agents. Parce qu'une fois encore, trop d'absentéisme, par exemple, n'est pas quelque chose d'acceptable. Et il faut travailler ensemble en bon dialogue social avec les partenaires sociaux pour améliorer ça. Et une fois encore, je crois que ce n'est pas une fatalité, c'est une question de volonté et de volonté politique. Alors, autre problématique locale, c'est le prolongement de la ligne à grande vitesse au sud de Bordeaux, qui a été salué par Alain Rousset, le président sortant, mais aussi par Alain Juppé sur son compte Twitter. Bonne nouvelle pour Bordeaux et pour l'Aquitaine.
Vous n'êtes pas aussi enthousiaste. Hein. Pour vous, il y a un problème de financement écoutez, une fois encore, je suis pose problème. Une femme d'entreprise hyper pragmatique. Il y a un moment donné, bien sûr, ce serait dans l'absolu une bonne nouvelle qui, voilà, moi je vis avec mon temps. C'est un gouffre. Mais non, mais il y a 9 milliards d'euros à trouver et tout le monde sait qu'on n'a pas, et on vient de parler des finances publiques, on n'a pas le financement. Donc c'est facile de faire des grandes annonces. Le gouvernement, à quelques semaines, comme par hasard, des élections régionales, raye d'un trait de plume une enquête publique qui était négative. Bon, probablement pour permettre à mon opposant socialiste des effets d'annonce, ça y est, formidable. En fait, on n'a rien résolu du tout. Donc la seule chose que je me suis permise de dire, c'est que l'arbre GPSO ne doit pas cacher la forêt des TER, parce que c'est ça le sujet dans les prérogatives de la région. Moi, j'ai envie qu'on rénove notre système de TER. Aujourd'hui, nous avons une responsabilité. Les TER sont souvent trop en retard ou surchargés. Vous voulez les ouvrir à la concurrence? Ben pourquoi pas? En expérimentant. Effectivement, vous savez, l'Allemagne qui l'a fait. Vous aurez la main. Oui, parce que la région a la... Bien sûr, c'est dans les prérogatives de la région. Alors évidemment, à l'échéance des contrats en cours avec la SNCF, bien évidemment, mais c'est une possibilité. Ça dépend des lignes, mais c'est une possibilité qui est offerte par la loi de le faire. En Allemagne, quand ils l'ont fait, les coûts ont baissé pour les usagers de 20 à 30%. Donc c'est pas inintéressant d'aller sur des expérimentations et d'aller vers la modernité. Là encore, si c'est pour dire aux gens, on a fait une très bonne politique et on va refaire la même, ce que promet mon opposant socialiste. Moi, je crois qu'il faut au contraire aller vers d'autres voies, d'autres façons de parler de la politique. Vous voyez, moi, je pense que c'est une politique à l'ancienne que d'annoncer, de faire des grandes annonces quand on sait derrière qu'il n'y a pas un euro pour le financer. Donc, moi, je préfère être concrète, pragmatique. La région Aquitaine met 120 millions d'euros par an dans les TER. Donc, c'est de notre ressort de peser de tout notre poids dans les négociations avec la SNCF ou pour l'ouverture. Pour Alain Juppé, c'était aussi une bonne nouvelle. Mais parce que Alain Juppé est grande vitesse, le fait de prendre un peu ses distances par rapport à lui, ça vous gêne pas? Non, d'abord, c'est mon mentor et il n'y a pas un papier à cigarette entre nous sur les valeurs et sur les enjeux et je soutiens bien évidemment la politique menée par Alain Juppé et j'appartiens à son équipe municipale. Mais là encore, en tant que maire de Bordeaux et président de la métropole bordelaise, il a complètement raison et je partage totalement son avis de dire que Bordeaux ne doit pas être un cul-de-sac. Moi, en tant que présidente de région demain de la grande région Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes, je veux simplement dire la vérité et Alain Juppé la partage. Cette vérité. Il l'a dit lui-même, il a dit que j'avais raison de dire que ni les problèmes environnementaux, ni les problèmes financiers n'ont été réglés sur ce dossier GPSO. Alors justement, puisqu'on voit Alain Juppé, lui-même et aussi Nicolas Sarkozy, vous avez réussi ce tour de force, ils seront présents, je crois que c'est demain. Demain soir, absolument, à Limoges. Le temps d'un meeting. Alors ça y est, ils ont enterré la hache de guerre, les deux favoris, le temps d'un meeting, parce que c'était compliqué ces dernières semaines. Hein. Vous savez, ce qui est important, c'est que je crois qu'aujourd'hui, nous montrons le vrai visage de l'union des Républicains et de l'UDI et du MoDem et de CPNT pour changer la politique dans nos régions et parce que les régions sont le bras armé de la politique économique du pays. Donc si on change la politique régionale, on commence avant 2017 à déjà changer la façon dont les Français vont être gérés, notamment sur des sujets comme le développement économique, comme les transports, comme l'apprentissage, etc. Oui, mais bien sûr, mais la primaire vient un peu polluer, interférer. Non, parce que la primaire, elle est pour 2016 et je remercie Nicolas Sarkozy de m'apporter son soutien, tout comme Alain Juppé, tout comme François Fillon qui viendra également me soutenir à Royan à la mi-novembre, tout comme Bruno Le Maire en Pyrénées-Atlantiques. Ça peut vous aider vraiment à grappiller des points dans le sondage, le fait de faire des meetings communs avec eux? Bien sûr, vous savez, moi je crois que d'abord, je suis une femme politique engagée une femme d'entreprise, tout récemment engagée en politique. Je ne suis pas connue comme une femme politique qui a fait de la politique son métier depuis très longtemps. Donc évidemment que ce sont des soutiens qui sont bienvenus parce qu'ils montrent aussi que nous sommes capables de mettre les problèmes de primaire et d'enjeux pour la France, c'est-à-dire pour 2017, de côté, que là nous sommes tous unis. Ça reprendra le 14 décembre. Le 14 décembre, on ressortira les couteaux. Je pense que ça reprendra effectivement dès janvier 2016 parce que là nous serons dans un temps de la primaire, mais jusqu'à fin décembre, nous sommes tous sur l'échéance des régionales et je crois que c'est important de montrer que là encore, pour changer une
une région, pour modifier la politique d'une région, les projets des uns et des autres, y compris des centristes, sont très voisins des nôtres. Nous avons la même volonté, nous voulons porter la même politique, une politique pour avoir des résultats. Moi, c'est ça qui m'importe. Je viens de l'entreprise, d'un monde où quand vous n'avez pas de résultats, vous n'êtes pas promu ou vous êtes sanctionné. Exactement. Mais je crois que c'est sain et il faut remettre une vraie volonté de porter des résultats. Moi, c'est en ça que j'ai envie de m'engager. J'ai envie de démontrer qu'une femme gestionnaire à la tête d'une grande région comme ça peut avoir des résultats, peut faire baisser la dépense publique. On ne peut pas continuer à faire porter aux citoyens les impôts que nous avons dans ce pays. Il faut réduire la dépense publique, privilégier les investissements. Moi, c'est le numérique, les routes, les investissements qui permettent le développement économique de demain. Et c'est ça qui m'importe. Et il faut manager différemment un grand exécutif comme un conseil régional. On l'a bien compris. On va enjamber un tout petit peu quand même cette élection. On voyait Alain Juppé. C'est ce qu'ils disent, les sarkozystes de Juppé. Ils disent qu'il y a une bulle. Vous connaissez le mot, une bulle Alain Juppé dans les sondages, qui se dégonflera, disent-ils, quand la campagne des primaires commencera vraiment. Vous l'avez daté à janvier 2016. Est-ce que vous admettez que faire la course en tête un an avant une élection, ça n'a pas toujours porté chance? Non, ce que j'admets, je vais vous dire, c'est qu'il vaut il vaut toujours mieux être en tête qu'en queue. Vous savez, c'est quand même. Balladur était donné gagnant un an avant. Lionel Jospin était donné gagnant un an avant. Vous savez, moi, je rentre pas dans tout ça. On verra bien. Ce que je vois, c'est que depuis qu'Alain Juppé s'est déclaré, on nous promettait que la bulle allait exploser, et finalement, c'est pas le cas. Et la bulle continue à grossir. Moi, je crois à l'authenticité. Je crois à la stabilité, à la vision, au cap et au fait d'avoir une parole claire. Maintenant, les primaires, c'est pour l'année prochaine. Ce qui est important, c'est qu'il faut impérativement que le pays, parce qu'il y en va de sa survie, change de politique. La politique socialiste et l'idéologie socialiste qui vise, et on en a plein d'exemples, mais l'apprentissage est vraiment un bon exemple, d'aller à l'encontre de l'apprentissage qui marche si bien en Allemagne et qui donne des résultats. Je veux dire, c'est sain de pousser des jeunes. 400 000 apprentis en France, j'ai plus les chiffres. Mais oui, et malheureusement, on a réduit considérablement les investissements dans l'apprentissage et on a réduit les avantages fiscaux pour les entreprises à prendre des apprentis. Donc il faut une autre politique pour ce pays. Et moi, ce qui me réjouit, c'est que dans mon camp, nous avons des hommes d'une grande hauteur et d'une grande compétence. Donc les primaires décideront lequel sera notre champion et nous serons tous unis derrière ce champion. Mais ce que je sais, c'est que pour la France, il nous faut un champion de la droite qui puisse porter une autre politique économique. Bon, et l'alliance entre Fillon et Juppé, qui est préconisée par François Bayrou, que vous connaissez bien, je crois qu'il vous conseille même, vous l'avez vu récemment. Il est surtout un de mes élus de la grande région, François Bayrou, maire de Pau, et à ce titre, effectivement, l'alliance entre il Juppé soutient et Fillon. aussi ma liste d'union. Cette alliance, je pense qu'elle n'est pas d'actualité. Nous verrons bien. Je crois que chacun va porter un projet, que ce soit Alain Juppé, Nicolas Sarkozy, François Fillon. Ils portent des projets qui ne vont pas être extrêmement différents, parce que nous sommes dans la même famille politique, mais qui vont avoir leur part de différence. Moi, je crois que ça se fera, vous savez, le choix des gens, plus peut-être sur la méthode et sur la crédibilité à mettre en œuvre. Moi, une fois encore, je suis une femme d'entreprise, je suis attachée au faire, à l'action concrète, et pas aux paroles. Donc, je crois que la différence se fera sur la crédibilité du « il sera capable de le faire », il sera en mesure de le faire, ou il a la méthode pour le faire. Je pense que c'est comme ça que les citoyens qui iront voter aux primaires se détermineront sur des projets qui seront un peu différents, mais qui ne seront pas radicalement opposés. Vous voterez Juppé, évidemment. Vous savez, moi, je suis très loyale. C'est mon trait de caractère. L'homme qui m'a fait venir en politique s'appelle Alain Juppé. C'est mon mentor. C'est grâce à lui que j'ai repris la vie à Bordeaux, qui sont mes racines. J'ai passé 12 années dans cette grande région, 6 années à Bordeaux, 6 années en Charente-Maritime. C'est grâce à Alain Juppé, au fond, que j'ai fait ce saut du privé vers la politique. Et donc, ma loyauté sera évidemment totale et entière à l'égard d'Alain Juppé. Allez, Virginie Calmez, une femme loyale, adjointe au maire de Bordeaux et candidate pour tête de liste de la droite et du centre, donc pour les élections régionales. Aquitaine, région Aquitaine, Poitou-Charentes et Limousin. 65% des internautes sont convaincus par vos propos. Merci. Bon, merci à vous, bonne journée. La sincérité, ça paye.